Bienvenue dans l'épisode numéro 128 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de comment est-ce qu'on fait un reset pour débloquer sa perte de poids. J'avais très envie de vous partager un petit peu quelque chose de nouveau, vous allez le voir. Reset, c'est un mot hyper important pour moi parce que vous le savez, en anglais, ça veut dire réinitialiser. Et l'idée, c'est de réinitialiser un petit peu à la fois son mental, son corps pour repartir sur de bonnes bases et enfin réussir à maigrir naturellement et durablement. C'est tout ce que je vous propose avec cet épisode, mais avant, sachez que si vous m'écoutez le jour de sa sortie, eh bien, vous avez encore la possibilité de rejoindre le challenge gratuit, le challenge de 5 jours 5 jours pour débloquer votre perte de poids. Donc du 13 au 17 janvier 2025, je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à vous inscrire et à rattraper un petit peu les lives, ils sont disponibles en replay, mais vous pouvez vous inscrire que jusqu'au 17 janvier, 18 h. Donc ne tardez pas trop. Si vous m'écoutez le jour de sa sortie, si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, des challenges gratuits, j'en fais plusieurs dans l'année parce que c'est un moment où je peux vous retrouver en live échanger avec vous. Et j'adore ces petits événements justement, donc on se retrouvera à la prochaine édition. Pas de panique. Alors, on va poser un petit peu le cadre, faisons un petit point de votre situation actuelle. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous priver pendant des semaines en suivant un régime strict pour finalement craquer et reprendre encore plus de poids que vous n'en aviez perdu. Vous avez certainement essayé des régimes à la mode, compter les calories, éliminer des aliments entiers, peut-être même manger des aliments uniquement de la même couleur, parce que oui, 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 il existe des choses complètement farfelues. Et malgré tous vos efforts, eh bien, il n'y a rien qui semble fonctionner durablement. Ces échecs répétés ne sont pas seulement décourageants, ils vous font même douter de vous. Vous vous demandez si vous n'êtes pas la seule à ne pas réussir. Pourquoi est-ce que vous êtes la seule à ne pas réussir alors que les autres semblent y arriver? Et le mot semble est important dans cette phrase. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a en plus le stress et la culpabilité qui s'accumulent en vous faisant parfois même perdre confiance en vous et en votre capacité à maigrir. Du coup, vous vous promettez de changer, de tenir bon cette fois-ci. Le problème, c'est que les anciennes habitudes reprennent le dessus et vous vous demandez pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas? Pourquoi est-ce que c'est si dur au bon sang? Et cerise sur le gâteau, et pas la société, elle vous pousse à croire que c'est une question de volonté. Alors qu'en réalité, pas du tout. Le problème, c'est absolument pas vous, c'est l'approche qu'on vous a toujours proposée. Que vous me découvriez sur cet épisode de podcast ou que vous m'écoutiez depuis longtemps, vous le savez, je vous le rabâche suffisamment. Les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Et quand on reste justement dans cette option-là, bah, ça peut commencer à même affecter notre santé mentale parce qu'on se sent prisonnière de notre propre corps et on a l'impression d'avoir tout fait et qu'il n'y a rien qui a fonctionné, alors qu'en réalité, on n'a fait qu'une seule et même chose qui est de se concentrer sur l'alimentation et de se priver, de se restreindre, bref, de la contrôler. Donc si vous vous reconnaissez un petit peu dans tout ce que je viens de décrire, sachez déjà que vous n'êtes pas seule. Malheureusement, bah, beaucoup de femmes que j'accompagne ressentent exactement la même chose et du coup j'aimerais vraiment que vous vous mettiez en tête que ce n'est pas de votre faute. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il existe une autre manière de maigrir durablement. Une méthode qui ne repose pas sur la privation ou la culpabilité, mais qui s'attaque aux causes profondes de ces fameux blocages. Vous le savez peut-être, je dis souvent que le poids n'est pas le problème, ce n'est qu'un symptôme d'une cause plus profonde. Et du coup, je vais vous partager la méthode RESET. RESET, vous l'avez compris, ça veut dire réinitialiser en anglais. Et RESET, c'est un acronyme, et donc il y a 5 étapes à cette méthode, et je vais vous les partager. Contrairement au régime traditionnel, la méthode Reset justement ne se concentre pas sur ce que vous mangez, mais sur pourquoi et comment vous mangez. Mais on va bien au-delà de ça parce qu'encore une fois, c'est jamais qu'une question d'alimentation. C'est une méthode bien plus qu'une simple méthode pour perdre du poids, c'est une approche globale qui vraiment s'attaque à la racine de la prise de poids, soit ma spécialité, les blocages psychologiques inconscients.
Donc, je vais vous partager les 5 piliers de la méthode Reset. Donc, le premier pilier, ça commence par le R. Le R, pourquoi? Pour rituel de libération, mais on pourrait mettre aussi reprogrammation. Parce qu'avant de commencer justement un travail de reprogrammation, bah, en fait, il faut faire comme un état des lieux, un bilan de là où on en est aujourd'hui. C'est un petit peu comme quand on va visiter un nouvel appartement, eh bien on va faire l'état des lieux avant de pouvoir y poser ses bagages, ses valises, ses affaires. Et là, c'est exactement pareil, parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Et surtout, avec toutes ces années de régime, il y a fort à parier qu'il y a une relation, j'allais dire amour-haine avec votre corps, mais je crois que c'est plus une relation haine-haine avec votre corps. Comme si, justement, euh, c'était lui qui vous empêchait de maigrir, qu'il allait contre vous et que du coup, c'était un ennemi plus qu'un allié. Donc déjà, la première chose dans ce premier pilier qui est rituel de libération, eh bien, c'est de se libérer justement de tout ce poids qui vous pèse, de toute cette rancœur, de toute cette rengaine que vous avez envers votre propre corps, parce que je le dis souvent, on ne maigrit pas contre son corps, mais bien avec lui. Et donc, l'idée, c'est de faire un rituel symbolique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inconscient fonctionne avec des symboles. L'inconscient comprend et réagit mieux aux images, aux métaphores et aux symboles. C'est pour ça que c'est hyper important de ritualiser des choses importantes dans votre vie. D'ailleurs, des rituels, on en a un petit peu partout hein, dans notre vie, que ce soit le rituel, je sais pas, de mariage, même de deuil, etc., etc. C'est des étapes importantes qui permettent justement de franchir un cap. Et l'un des rituels, peut-être que vous connaissez parce que c'est assez connu, on le trouve un petit peu partout, c'est souvent d'écrire une lettre et puis de la brûler. Parce que ça peut symboliser justement un nouveau départ. Et c'est une manière claire pour l'inconscient de dire, ok, ça, j'en veux plus, je m'en débarrasse, en tout cas, je pars sur de nouvelles bases. Donc dans la méthode Reset, on commence par un rituel de libération, justement. Et puis surtout, c'est important parce que les rituels ne sont pas juste intellectuels. Là où quand on a envie de maigrir, on est surtout dans notre tête à intellectualiser, ok, qu'est-ce qu'on va manger, en quelle quantité, à quelle heure, et puis quel sport on va faire, etc., etc. Bref, on n'est que dans notre tête et on oublie d'être dans notre corps. Alors que les rituels nous ramènent justement au corps parce qu'ils sont vécus aussi dans le corps et les émotions, et c'est ça qui rend finalement le rituel hyper puissant et transformateur. Et puis, il faut savoir aussi que l'inconscient fonctionne par association entre le passé, le présent et l'avenir. Et un rituel, ça agit un peu comme un marqueur clair pour signaler une transition ou un changement. C'est une manière de clôturer quelque chose que l'on ne veut plus, d'ouvrir un nouveau chapitre, et pour ça, ben, les rituels, ils sont parfaits. Et on va pas se mentir, ça renforce en fait l'engagement et la cohérence personnelle. On vient dire par ce rituel à notre inconscient, je prends ce changement au sérieux. Et cette action consciente, eh bien, elle devient une preuve pour notre inconscient qu'il y a un alignement qui se fait entre nos pensées, nos émotions et nos comportements. C'est un engagement envers nous-mêmes, mais c'est aussi un signal envoyé à notre inconscient pour lui dire, c'est bon, je suis prête maintenant à changer. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de commencer par ce rituel pour bah, justement commencer sur de bonnes bases, tout simplement faire la paix avec son corps et puis signifier à son inconscient que c'est le moment, on est prête, on est OK pour maigrir durablement et c'est la dernière fois qu'on essaye parce que cette fois-ci, on y arrive, tout simplement. Le deuxième pilier de la méthode Reset, c'est le E. Le E pour écoute de soi, mais encore une fois, on aurait pu mettre aussi le E pour émotion. L'écoute de soi, c'est la deuxième étape parce que on ne change pas ce dont on n'a pas conscience, comme je vous l'ai déjà dit. L'idée, c'est d'aller creuser, écouter cette petite voix intérieure, ces pensées, ce discours interne qui tourne en boucle, cette histoire qu'on se raconte, ces croyances qui nous guident. L'idée, c'est vraiment de traiter aussi toutes les croyances que l'on a aujourd'hui et encore une fois de faire un état des lieux. Est-ce que cette croyance-là, j'en suis
je suis OK avec elle aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de la garder? Est-ce qu'elle m'aide? Il faut savoir que nos croyances façonnent notre perception de la réalité, parce que notre cerveau, il traite des milliers d'informations chaque seconde. Sauf qu'il ne peut pas tout analyser. Donc du coup, il va sélectionner les informations en fonction de nos croyances. Et pour ça, eh bien, il y a un biais cognitif dans notre cerveau qui est souvent cité, que je vous ai déjà expliqué, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un raccourci dans notre cerveau. C'est comme si on enfilait des lunettes en fait sur nos yeux qui permettaient de filtrer nos croyances, enfin qui permettaient de filtrer pardon, la réalité au regard de nos croyances. C'est-à-dire que si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, par exemple, eh bien votre cerveau il va avoir tendance à ignorer tout ce que vous avez réussi dans votre vie pour ne se concentrer que sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les erreurs, pour effectivement valider cette croyance que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc encore une fois, ce n'est qu'un filtre qui trie automatiquement les infos pour donner raison à cette fameuse croyance qui est présente. C'est pour ça que l'on parle de croyance aidante et surtout de croyances limitantes, surtout dans le développement personnel. On parle beaucoup de croyances limitantes et c'est un travail que j'invite à faire aussi, notamment dans ce module-là, parce qu'il faut savoir que nos croyances vraiment ont un impact sur notre réalité, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça par la suite. Ensuite, gardez bien en tête qu'une croyance, ce n'est ni plus ni moins qu'une une pensée qu'on se répète constamment et que l'on croit vraie. Et il faut savoir que nos pensées, eh bien, elles déclenchent une émotion. C'est pour ça que, à croyances égales, à pensées égales, eh bien, on va pas avoir les mêmes ressentis. On ne va pas vivre les mêmes émotions. Parce que c'est très propre à chacun. Si vous pensez que vous allez échouer à maigrir, eh bien ça peut déjà générer de l'anxiété. Alors que si vous pensez cette fois-ci je vais y arriver, je suis confiante, je le sais, eh bien forcément ça va générer une émotion de confiance. Et c'est hyper important d'en prendre conscience parce que sinon on est en train de subir notre vie parce que nos pensées, elles sont automatiques et inconscientes. Et on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc vous imaginez bien que en prendre conscience de toutes, c'est compliqué et ça se fait pas en une semaine. Ok? Et l'idée, c'est vraiment de repérer ces fameuses croyances limitantes parce que ce sont ces croyances-là qui vont déterminer vos comportements. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi les prophéties autoréalisatrices. Vous savez, ces fameuses croyances qui vont influencer nos actions pour venir confirmer et renforcer ces mêmes croyances. L'idée que, en fait, vous n'êtes pas capable de maigrir, vous n'arrivez jamais à maigrir, fait que vous n'allez pas forcément faire le premier pas ou vous engager dans une quelconque méthode, action, travail, parce que vous pensez d'avance que euh, c'est mort. Donc forcément, autant ne rien faire à ce moment-là. On est bien d'accord et c'est logique d'ailleurs en partant de cette croyance-là. Et puis, nos croyances façonnent nos habitudes aussi, bien entendu, parce que nos comportements récurrents découlent souvent de ces fameuses croyances qui sont profondément ancrées. Si vous pensez que le sucre, ça vous calme, eh ben, vous risquez de développer l'habitude de manger du sucre dès que vous êtes stressé. Et ça peut aussi se changer dans ces croyances-là. Et il y a d'autres types de croyances, des croyances qui sont héritées, des croyances qui sont inconscientes. Beaucoup de nos croyances proviennent notamment de notre éducation, de la société, mais aussi de nos expériences passées. Et en fait, on ne les remet pas toujours en question, parce qu'on les prend pour une vérité. Étant enfant, on nous a dit que c'était comme ça et pas autrement. On n'avait pas cette capacité cognitive de remettre en question parce que notre cerveau n'était pas arrivé à maturation, donc on n'avait vraiment pas cette capacité cognitive à se demander mais attends, est-ce que c'est vrai ça ou pas? On est des éponges quand on est enfant, donc on prend tout pour une vérité, surtout quand c'est l'adulte qui nous l'inculque, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, encore une fois. Donc à l'âge adulte, eh bien, quand on regarde un petit peu toutes les choses auxquelles on croit, toutes les choses que l'on nous a appris, inculquées, transmis, eh bien, on peut être un petit peu perdu parce qu'on est en train de tout remettre en question et ça fait un petit peu peur parfois de tout remettre en question parce que l'on perd nos repères. Mais c'est hyper important pour repartir sur de bonnes bases et créer des croyances qui seront aidantes à ce moment-là. Et vos croyances, elles peuvent aussi transformer votre biologie.
Et je trouve ça absolument fascinant, le pouvoir de notre cerveau. Croire qu'un traitement va fonctionner, bah, ça peut vraiment entraîner une amélioration de notre santé, même si le traitement c'était juste de l'eau avec du sucre. C'est le fameux effet placebo. Et je trouve ça quand même incroyable de voir à quel point juste nos pensées peuvent influencer notre biologie, la physiologie de notre corps, ce qui va se passer à l'intérieur. C'est quand même fou, c'est pas juste nos actions, là, c'est quelque chose de chimique qui se passe dans notre corps. Donc gardez ça en tête, c'est que nos croyances, bien entendu, qu'elles vont avoir un impact sur notre réalité, mais à la fois sur nos comportements, notre façon de réagir, mais aussi la façon dont notre corps va, j'ai envie de dire, va réagir aussi dans le sens où si l'on croit que bah, le surpoids c'est héréditaire et que du coup on est condamné à rester en surpoids toute sa vie, bah, il y a de fortes chances que vos cellules elles refusent bah, justement de maigrir. Ça va jusque-là, effectivement. Et donc vous l'avez compris, bah, les croyances elles créent notre réalité. Parce que ce que nous croyons possible ou impossible va déterminer ce qu'on va réaliser ou non, tout simplement. Donc le module 2, le pilier numéro 2 sur l'écoute de soi, bah, il est hyper important parce qu'en fait les réponses elles vont être à l'intérieur de vous. Peu importe que l'on vous dise quoi manger en quelle quantité à quelle heure, si vous vous pensez que de toute façon, je ne sais pas, il faut faire un jeûne, il faut pas sauter de petit déjeuner, enfin bref, que sais-je, vos croyances elles vont toujours gagner en fait sur vos comportements. C'est pour ça que c'est important d'aligner à la fois vos pensées et vos actions, pour que ce soit cohérent, tout simplement. Et puis on arrive au troisième pilier, le troisième pilier qui est le S de Reset pour sécurité ancrée. À ce moment-là, le but, eh bien, c'est de devenir une mangeuse libre, de faire la paix avec la nourriture, pour que l'alimentation ne soit plus un sujet, tout simplement. La sécurité, elle est hyper importante. Je vous en ai parlé dans un épisode précédent de podcast, il y a deux, trois épisodes de ça. Je crois que c'était comment se sentir en sécurité pour maigrir. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que je vous développe les mécanismes à l'œuvre qui expliquent la sécurité et que tant que votre inconscient estime que maigrir égale danger, il vous empêchera de maigrir coûte que coûte parce que lui, son rôle, c'est de vous garder en vie et donc en sécurité. Et si pour lui, perdre du poids égale insécurité, eh ben, tout est figé. Parce qu'encore une fois, vos pensées, votre inconscient, c'est lui qui gère. Peu importe votre volonté et votre motivation là-dessus. Donc l'idée, dans cette sécurité ancrée, c'est de mettre un terme au cercle vicieux des régimes restrictifs, parce que ça crée souvent un rapport conflictuel avec la nourriture. En vous limitant, en vous interdisant certains aliments, bah, ça va augmenter hein, l'envie de les manger. Et en plus, quand on craque, bah, on va ressentir la culpabilité, ce qui peut déclencher encore en plus des comportements compulsifs, hein, ces fameux compulsions alimentaires. Et puis bah, le cycle des privations et d'excès, ça entraîne forcément des variations de poids qui vont complètement détruire votre confiance en vous, les fameux kilos émotionnels et le fameux yo-yo surtout. Donc le but, c'est bien sûr de retrouver un rapport qui est sain à la nourriture. Ça veut dire sortir de ce schéma destructeur et de réapprendre en fait à manger normalement, sans restriction ni culpabilité. Et pour ça, eh bien, on va simplement se reconnecter avec les signaux de faim, de satiété et de rassasiement de notre corps. Parce que le problème courant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent beaucoup plus en fonction de leurs émotions que de leur faim. Il y a des personnes qui vont manger parce qu'il est l'heure plutôt que parce que elles ressentent la faim dans leur corps. Ou simplement, elles vont manger par habitude, sans même se poser la question si elles ont faim ou non. Donc le but, c'est de retrouver un rapport qui est sain, de réapprendre à écouter son corps, reconnaître la faim physiologique, hein, le besoin d'énergie, de carburant de notre corps, euh, par opposition à la faim émotionnelle qui est plus un besoin de réconfort à ce moment-là. On va s'arrêter de manger aussi quand, eh bien, on n'a plus faim et qu'on n'a plus envie de manger, hein, le fameux rassasiement, sans culpabilité de ne pas finir son assiette, par exemple. Donc on va laisser des restes éventuellement, hein, c'est un challenge pour certains, je le sais.
Et cette reconnexion justement à ces sensations alimentaires, elle permet de mieux répondre aux besoins réels du corps. Et c'est ça qui favorise eh bien, un poids stable et équilibré. Et du coup, qui va permettre au poids de descendre quand vous étiez en train de manger en mode pilote automatique, ou en tout cas déconnecté de vos besoins réels du corps. On va libérer la nourriture de son rôle émotionnel aussi, parce que pour beaucoup, je sais que la nourriture, c'est devenu un refuge face aux émotions, que ce soit le stress, la tristesse, l'ennui et même la joie, parce qu'on a tendance à penser que c'est que les émotions négatives, les émotions désagréables qui nous poussent à manger, mais pas du tout. Les émotions agréables aussi nous poussent à manger. Quand on est hyper heureux, quand on a une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va inviter tous nos amis à manger à la maison. On va fêter ça autour d'un bon repas, autour d'un apéro, d'une bonne bouteille, etc., etc. Donc se récompenser avec un gâteau ou apaiser le stress avec des chips, c'est ok de temps en temps, on le fait tous, c'est ce qu'on appelle une envie de manger émotionnelle, tout simplement. L'idée, c'est que c'est problématique quand ça devient la seule réponse, et la réponse, en fait, automatique lors de ces émotions, de ces situations qui génèrent ces émotions-là. Et donc forcément, ça crée une dépendance émotionnelle, et c'est ça qui maintient aussi ces kilos superflus. En retrouvant un rapport sain à la nourriture, on apprend à reconnaître du coup ses émotions sans les anesthésier avec la nourriture, hein. On n'est pas en train de manger pour les étouffer, on est en train de les accepter, de les reconnaître et surtout on trouve des moyens alternatifs pour gérer ces fameuses émotions à ce moment-là. Et puis on parlait des croyances limitantes tout à l'heure, et bien je peux vous assurer que on a aussi des croyances limitantes autour de la nourriture. Donc l'idée c'est d'aller rompre avec ces fameuses croyances limitantes. Parce qu'il y a des croyances qui vont amplifier un rapport conflictuel avec la nourriture. Typiquement, je dois finir mon assiette, les aliments gras et sucrés sont à éviter pour maigrir, j'ai aucun contrôle sur ce que je mange, etc., etc. Donc forcément, ces croyances limitantes, elles vont créer une peur et un contrôle excessif autour de la nourriture, et c'est ça qui est problématique en réalité. En adoptant une relation saine, on remplace du coup ces croyances par des pensées plus aidantes, comme je mange en fonction de mes besoins, aucun aliment n'est interdit, tout est une question d'équilibre, etc., etc. Puis évidemment, ça nous permet aussi de reprendre confiance en son corps, parce que quand on a une relation qui est perturbée à la nourriture, eh bien, c'est souvent accompagné d'un manque de confiance en son corps. On a le sentiment que notre corps, il est déréglé, qu'il est incapable de se contrôler. Et du coup, on perd complètement confiance en ces signaux naturels de notre corps qu'on est censé suivre pour juste être à un poids de forme stable ou en fait maigrir naturellement. Donc c'est rétablir un dialogue avec son corps qui est basé sur l'écoute et le respect. Et du coup, ça redonne confiance en sa capacité à prendre soin de soi aussi. Et forcément, ça impacte le métabolisme également, parce que quand on est dans des privations et des excès, ça dérègle complètement notre métabolisme et ça complique une perte de poids. Parce qu'une alimentation équilibrée et intuitive, ça permet au corps de fonctionner de manière optimale. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à quelque chose qui soit stable, pas parfait, parce que ça n'existe pas, mais qui soit stable et qu'on sorte de ce cercle privation-excès, parce que ça dérègle complètement notre corps et ça fout en l'air notre confiance en soi, mais aussi l'estime de soi. Et puis enfin, eh bien, l'idée c'est d'aller retrouver le plaisir dans l'alimentation, parce que retrouver un rapport sain à la nourriture, c'est aussi se reconnecter au plaisir de manger. C'est apprécier les saveurs, les textures, les odeurs. C'est manger par plaisir et non par automatisme ou par obligation ou par frustration ou par restriction. Et ça change la dynamique, parce que au lieu de se battre contre la nourriture, on apprend à vivre avec elle dans le respect et le plaisir. Et aussi dans le respect et le plaisir de notre corps. Le pilier numéro 4 de la méthode Reset. Donc on est nouveau sur un E. Le E pour équilibre, cette fois-ci. L'idée, c'est de retrouver un équilibre qui soit sain, exactement comme dans le pilier précédent, sortir de cette privation et de cet excès. Là, dans l'équilibre, eh bien, on va vraiment tabler sur la déprogrammation et la reprogrammation des blocages psychologiques inconscients. Là, on entre vraiment dans le dur du dur.
de la méthode Reset, de la méthode que j'ai créée, de la spécialité qui est la mienne, qui sont les blocages psychologiques inconscients. Parce qu'il faut savoir que notre inconscient, il joue un rôle central dans notre vie. Il influence nos pensées, nos comportements et puis même nos réactions physiologiques, hein. Et on n'en a pas conscience. Donc en fait, on n'est pas en train de vivre, on est en train de subir notre vie. Ce qui est quand même problématique. Et un peu dommage quand même. Donc quand il s'agit de perte de poids, il est essentiel de comprendre aussi l'influence de notre inconscient pour obtenir des résultats qui soient durables. Rappelez-vous que l'inconscient pilote la majorité de nos comportements. Je vous rappelle que notre inconscient, c'est 90 à 95% de notre esprit. C'est nos habitudes alimentaires, nos envies, nos comportements face à la nourriture, mais aussi bien plus loin que ça. Tout ce qui nous empêche de maigrir, ces croyances inconscientes, ces traumas du passé, ces expériences, ces associations, etc., etc. Donc ces automatismes-là, ce sont des programmes que l'inconscient exécute pour économiser de l'énergie. C'est clairement pas pour vous embêter, et ça j'insiste à chaque fois, c'est pour vous protéger. Et c'est un petit peu comme les biais cognitifs dans notre cerveau qui permettent d'économiser de l'énergie, c'est un raccourci, c'est pour aller plus rapidement. Et bien ces programmes-là, dans notre inconscient, ont la même fonction, que ce soit rapide et que ça nous permette d'économiser de l'énergie. Donc du coup, hop, on y va, tout de suite, c'est automatique. Les croyances inconscientes aussi, on va les travailler parce que bien sûr qu'elles façonnent nos choix alimentaires, mais nos comportements de manière générale, avec ces fameuses croyances héritées qui viennent parfois de l'enfance, de l'environnement familial, de la société, bref, qui ne nous appartiennent même pas. Vous savez, c'est les fameux faut finir ton assiette, les bonnes choses font grossir, je prends toujours du poids à cause de ma génétique, etc., etc. Et du coup, forcément, ces croyances, elles agissent comme des filtres qui influencent ce qu'on mange, la façon dont on perçoit notre corps et nos attentes aussi face à la perte de poids. Et puis, on va travailler sur l'association nourriture-émotion également parce que l'inconscient associe la nourriture à des émotions. Parfois, notre inconscient, il va nous envoyer une envie pour répondre à une émotion très particulière, pour essayer de combler des besoins émotionnels qui sont insatisfaits jusqu'à l'heure. Et pour ça, il va puiser un petit peu dans sa bibliothèque de ressources, d'expériences passées. Et je vais vous donner un exemple. Si lorsque vous étiez enfant, eh bien, on vous donnait un bonbon pour vous réconforter lorsque vous vous êtes fait mal, par exemple, si vous êtes tombé de votre vélo, imaginons, eh bien, votre inconscient, il peut associer justement le sucre au réconfort. Résultat, quand vous vous sentez triste, anxieuse, seule, eh bien, automatiquement, il y a peut-être cette envie d'aller vous diriger vers le sucre pour apporter justement du réconfort et apaiser ces émotions désagréables. Et tant que le lien entre l'inconscient et le lien inconscient entre nourriture et émotion n'est pas déprogrammé, ça devient difficile de changer durablement ses comportements alimentaires. Au-delà des comportements alimentaires, les blocages inconscients, ils agissent aussi comme des freins invisibles. Parce qu'il y a certains blocages inconscients qui créent vraiment des résistances à la perte de poids. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'inconsciemment, vous ayez euh, peur de perdre du poids parce que ça représenterait un danger pour vous ou un inconfort. Parce que ça va attirer l'attention, parce que ça va attirer le regard des hommes, parce que vous allez vous sentir peut-être plus vulnérable, que vous n'avez pas envie de perdre votre carapace. Eh bien, on est dans un mécanisme d'auto-sabotage inconscient. Ici, et encore une fois, ce n'est pas de votre faute, hein, parce que c'est vraiment inconscient, ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi, c'est votre inconscient qui a mis ça en place pour vous protéger encore une fois. L'inconscient, il peut générer des comportements qui vont à l'encontre de nos objectifs. Et c'est un petit peu frustrant, on est bien d'accord. C'est pour ça que c'est hyper important d'aller travailler sur ces blocages psychologiques inconscients et la perte de poids, parce que sinon, eh bien, vous risquez de batailler, d'avancer à contre-courant, que ça va vous demander des efforts et finalement, vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs parce que juste vous étiez en train de vous battre à armes inégales. Complètement. Entre 90% et 10%, il n'y a pratiquement aucune chance. Ok.
Donc ces blocages ils doivent vraiment être identifiés et libérés pour permettre un changement durable. La bonne nouvelle, c'est que même si chaque personne a sa propre histoire, il y a des blocages qui reviennent très régulièrement. Et j'ai recensé tous les blocages qui reviennent très souvent, dans lesquels on peut s'identifier assez facilement avec une méthode qui m'est propre, qui permet justement d'aller voir si c'est un blocage qui vous appartient, dans lequel vous ressentez qu'il y a une résistance ou pas. Et ça, bah, du coup, j'en ai fait toute une liste de blocages inconscients qui est fournie justement dans l'Académie Mincir Autrement, où je vous partage bah, cette méthode Reset en détail. Et évidemment que bah, l'inconscient a aussi un impact hein, sur le métabolisme. Vous le savez maintenant, le lien entre corps et esprit. L'inconscient influence le fonctionnement physiologique du corps, puisque on va avoir du stress chronique qui est aussi souvent soutenu d'ailleurs par des croyances inconscientes hein, qui peuvent maintenir un niveau élevé de cortisol. Le cortisol, vous savez, c'est l'hormone du stress qui favorise le stockage, donc la prise de poids. Et tout ce qui va être pensée, émotions négatives liées à la nourriture ou à son corps, bah, ça peut influencer la digestion, la régulation de la faim et même bah, le stockage des graisses parce que forcément, ça nous met dans un état de stress chronique qui, bah, du coup, favorise le stockage avec la libération de cortisol, comme vous le savez désormais. Et enfin, eh bien, on va déprogrammer ces fameux blocages pour transformer justement cette perte de poids. On va apporter des changements profonds, on va déprogrammer les blocages inconscients pour modifier ces fameux schémas automatiques qui sabotent les efforts. Donc on va déjà remplacer aussi les fameuses croyances «j'y arriverai jamais» par «je suis capable de changer», hein, ça c'est la base de la base, bien entendu. Et on va créer de nouveaux automatismes, de nouvelles associations qui font que le conscient et l'inconscient vont pouvoir travailler main dans la main vers vos objectifs. Évidemment qu'on va libérer aussi toutes ces fameuses émotions qui sont refoulées parce que bah, souvent il y a des émotions qui ne sont pas exprimées, des traumatismes passés également qui restent stockés dans l'inconscient. Et ça aussi, ça influence notre rapport à la nourriture, notre rapport à soi, notre rapport à notre corps, notre rapport aux autres et au monde. Et du coup, bah, les libérer, ça peut littéralement transformer vraiment votre démarche. Et enfin, le cinquième pilier, qui est le T de la méthode Reset, qui est pour transition, transformation. Parce que souvent, dans les programmes justement minceurs, il y a un grand décalage entre l'idéal, ce qu'il faudrait faire, et la vraie vie. Et souvent, c'est pas tenable, c'est impossible en fait de réussir à maintenir toutes ces bonnes habitudes avec un rythme de vie, de travail, avec les enfants, une vie sociale, etc., etc. Donc du coup, vraiment, le cinquième pilier, c'est un pilier qui vous permet de vous connecter à la vraie vie avec des vraies astuces qui vous permettent de tenir. Donc on va travailler justement déjà sur la gestion du stress, mais aussi sur le sommeil et sur la gestion de l'entourage, parce que c'est hyper compliqué quand on a un entourage soit qui ne croit pas en nous, soit qui ne nous aide pas vraiment dans le sens de notre objectif, soit qui ne s'inquiète pas des remarques qu'ils peuvent faire et de la façon dont on va le prendre et vivre ces remarques, ces critiques-là. Donc vous l'avez compris, la perte de poids, ça se résume pas uniquement à l'alimentation et l'activité physique, ça je ne cesse de le dire, parce qu'il y a d'autres facteurs comme le sommeil, la gestion du stress et les interactions sociales bah, qui jouent un rôle crucial, hein, mine de rien, dans ce processus. Déjà, le rôle du sommeil dans la perte de poids, il est hyper important. Il faut savoir que un sommeil de qualité, c'est fondamental pour réguler les mécanismes physiologiques et hormonaux liés à la faim, à la satiété et au métabolisme. Et c'est quand même hyper important hein, quand on a envie de maigrir à ce moment-là. Les hormones du sommeil, eh bien, on va retrouver la leptine et la gréline. En fait, la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle diminue quand on manque de sommeil. Ça veut dire que ça peut entraîner une sensation de faim constante. On va avoir plus faim et faim tout le temps. À l'inverse, la gréline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit. Elle va augmenter en encourageant les envies de grignotage, surtout bah, les aliments gras et sucrés, hein, parce que forcément, quand on est fatigué, on a besoin d'énergie, donc on va aller taper
dans les aliments qui vont nous apporter de l'énergie tout de suite. Et en général, bah, c'est des aliments assez gras et sucrés. Donc, un sommeil insuffisant, de mauvaise qualité, ça favorise juste une surconsommation alimentaire. Déjà, rien que ça, c'est hyper important de le comprendre. Le lien avec le métabolisme est le suivant. Le manque de sommeil, ça peut aussi ralentir le métabolisme et rendre du coup plus difficile la perte de poids, forcément. Une fatigue chronique, ça peut aussi entraîner une baisse de motivation, que ce soit pour bouger, pour cuisiner, pour faire quoi que ce soit. Donc forcément, ça va impacter aussi le moral, et quand le moral est impacté, ça impacte tout le reste. La santé mentale est hyper importante et souvent négligée dans ces processus de perte de poids. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que mine de rien, je suis psychologue, donc c'est un peu la base de mon métier, la santé mentale. Et je suis persuadée qu'on peut réussir à maigrir sans se priver, en gardant une bonne santé mentale et justement en la préservant. Et en mettant tout en place, en mettant tout plein de choses en place, justement, en ce sens-là. Le stress. Le stress, le fameux frein majeur à la perte de poids, parce que vous le savez, le stress chronique a des effets directs et indirects sur la capacité à perdre du poids. Déjà, il y a l'impact du cortisol. Le cortisol, je vous le rappelle, c'est l'hormone du stress. Le stress va déclencher la production de cortisol qui va du coup stimuler l'appétit, notamment pour des aliments riches et sucrés. Elle va favoriser le stockage des graisses, en particulier, en plus, vous savez, dans la zone qu'on déteste, la zone abdominale, donc le ventre qu'on a envie d'éliminer, dites-vous que c'est le stress à gérer. Et puis ça va perturber la régulation du glucose dans le sang également et ça va augmenter forcément les risques de fringales, de grignotage, de craquage. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la nourriture comme un mécanisme de compensation aussi face au stress. Ça va permettre voilà, de faire passer le stress. On va avoir besoin peut-être de croquer dans quelque chose de dur, de mastiquer. Bref, on va passer un peu ses nerfs sur la nourriture à ce moment-là. Mais le stress, il peut également perturber les routines alimentaires, notamment avec des repas qui sont pris sur le pouce ou alors des excès parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est trop stressé. Donc on relègue en fait le fait de manger nos repas classiques à un second plan sous prétexte qu'on a trop de travail au bureau. Mais ça, c'est pas normal en fait. On ne devrait pas justement faire ce choix-là parce que ça nous impacte aussi dans ce processus minceur. Et puis enfin, je voulais vous parler aussi de l'entourage quand on est dans un processus minceur, parce que les remarques et les comportements peuvent soit nous soutenir, hein, et ça c'est super, soit complètement saboter un petit peu nos efforts, ou en tout cas ruiner notre morale en ce sens-là. Mais forcément, on va être confronté à des critiques, à des jugements, à des remarques négatives, et ça peut créer un véritable sentiment de découragement et de culpabilité. Vous savez, le genre de petites phrases qu'on vous dit: «T'es sûr que tu veux encore manger ça? Ah, mais t'as essayé tellement de choses, pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Ah, t'es sûr que t'as envie de te resservir? Je croyais que t'étais en train de faire attention.» Ces remarques, ça peut vraiment entraîner une baisse d'estime de soi et favoriser en plus un autosabotage, hein. Parce que ça va entraîner des émotions désagréables. Donc du coup, si on a un peu de mal à gérer encore cette partie-là, ça peut nous faire tomber dans des compulsions alimentaires, etc., etc. Ou juste saboter notre motivation et se dire: «Bon, t'as raison, tant pis, je laisse tomber.» Alors que non, pas du tout. Ça peut aussi avoir un effet un peu plus insidieux. Il y a certains proches qui parfois, sans s'en rendre compte, peuvent nous freiner un peu dans nos efforts. Vous savez, c'est les personnes qui vont nous offrir des boîtes de chocolat, qui vont nous inciter à faire des exceptions, à nous resservir, etc., etc. C'est pas pour ruiner nos efforts, pour nous empêcher de maigrir, mais il y a des gens qui utilisent la nourriture comme un moyen de montrer leur amour. Et du coup, c'est compliqué de dire non, c'est compliqué de refuser. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à avoir un discours bienveillant en disant: «Bah non, c'est gentil, c'était très bon, mais là, c'est plus possible pour moi.» De demander peut-être le fameux doggy bag: «Est-ce que tu peux me faire un petit tupperware ou me mettre les restes de côté, je les mangerai demain ou dans la semaine.» Voilà, comme ça je prendrai vraiment plaisir à le manger parce que là vraiment, pouh, j'en peux plus, je suis pleine, et cetera, et cetera. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. C'est pas Ça part pas d'un mauvais sentiment, c'est plus que c'est pour rassurer en fait les propres insécurités de la personne et non pas les vôtres. Non pas pour saboter vos efforts à vous.
Et je parle justement de la gestion de l'entourage social parce que c'est hyper important d'avoir un soutien auprès de ses proches, parce qu'un entourage bienveillant, ça peut vraiment faire la différence, renforcer la motivation, la persévérance et nous aider dans les coups durs parce que la motivation, bah, elle est fluctuante aussi, il y a des jours avec, des jours sans, et ça nous permet vraiment eh bien, de tenir bon et d'avoir un soutien à la fois physique, émotionnel pour ne pas lâcher, même quand c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'Académie Mincir Autrement, on a un groupe privé d'entraide où bah, justement on échange entre nous, on partage des petites ressources qu'on trouve à droite à gauche, on partage les victoires mais aussi les coups durs et toutes les filles bah, sont là justement pour remonter le moral aussi, pour partager leurs propres expériences et ça, bah, ça n'a pas de prix. Et c'est pas toujours évident à trouver, surtout quand on a un entourage qui comprend pas forcément pourquoi on est dans cette démarche ou simplement qui ne croient pas à la méthode que l'on utilise en ce moment parce que bah, ils sont encore de la vieille école, régime, etc. Vous savez de quoi je parle, j'en suis sûre. Donc vous l'avez compris, la synergie entre sommeil, stress, relations sociales, ce sont trois éléments qui sont interconnectés et qui se renforcent hein, mutuellement, puisque un manque de sommeil, ça peut augmenter le stress, ce qui peut rendre plus difficile bah, la gestion des interactions sociales, ou le fait de résister aussi hein, aux tentations, quelles qu'elles soient. Un stress chronique, ça peut perturber le sommeil et favoriser une prise de poids. Et puis un environnement social négatif qui n'est pas soutenant, ça peut aussi amplifier le stress et les comportements alimentaires compulsifs, justement. Donc voilà les cinq piliers de la méthode Reset. Je vous fais un petit récap. Le R pour le rituel de libération, le E pour l'écoute de soi, le S pour la sécurité intérieure, le E pour l'équilibre et le T pour transition, transformation. La méthode Reset, pour moi, elle se limite pas justement à vous dire quoi faire, quoi manger. Elle vous amène vraiment à comprendre pourquoi vous avez ces comportements alimentaires et les transformer en profondeur. Mais si vous voulez, ça, ce n'est qu'une petite partie. Ce n'est que un cinquième de la totalité du programme de l'Académie Mincir Autrement parce que là où j'axe vraiment le travail, c'est sur l'introspection, le travail sur soi. J'ai vraiment voulu construire une méthode qui soit douce et respectueuse, qui prenne en compte bah, à la fois votre histoire, vos émotions, mais aussi votre rythme. Et du coup, l'idée, c'est pas juste de maigrir, c'est de retrouver aussi confiance en soi, une relation apaisée avec son corps, avec la nourriture, avec les autres, avec soi, et puis une sérénité aussi dans le quotidien. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, sachez que demain, si vous m'écoutez le jour de la sortie de l'épisode, le vendredi 17 janvier 2025, je vais lancer pour la première fois la nouvelle version de l'Académie Mincir Autrement avec donc la méthode Reset. Je vous en avais parlé un petit peu en fin d'année 2024. J'avais lancé une bêta test et là, ça y est, on est sur la version finale. Et pour cette occasion, je vais faire une offre, la seule et unique fois. Je vais proposer une promotion pendant une semaine qui sera de moins 40%. Donc vraiment, si c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, que vous avez envie de travailler sur vous, sur vos blocages psychologiques inconscients, eh bien, je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode de podcast parce que l'offre ne sera valable qu'une semaine, donc du vendredi 17 janvier au vendredi 24 janvier 2025 à minuit. Donc c'est l'occasion ou jamais eh bien, d'en profiter, à condition bien entendu que vous êtes justement prête à aller travailler sur vous en profondeur. Si vous adorez justement apprendre à vous connaître à travers des lectures de développement personnel, des exercices de coaching, etc., vraiment vous allez adorer tout ce que je vous ai prévu dans l'académie parce que au-delà des exercices, vous avez également des audios d'hypnose qui vous permettent justement d'aller ancrer en profondeur les changements que vous avez déjà commencé à amorcer par les exercices conscients. Je suis vraiment trop contente, trop fière de cette méthode, on va se le dire, hein. C'est bien de se féliciter soi-même aussi quand on est content de quelque chose. C'est vraiment le fruit des années de travail. J'avais déjà fait une première version de l'Académie Mincir Autrement, vous le savez, avec la méthode MEP. Là, on est sur une version améliorée. Donc, je suis convaincue que ce sera
le meilleur programme pour vous et surtout, ben, le dernier. Le dernier dans lequel vous investissez pour justement prendre en charge eh bien, votre poids. Parce qu'à mon sens, maigrir, c'est pas juste une question de physique, c'est aussi une question de bien-être et votre santé mentale, elle ne devrait jamais être sacrifiée quand on a un objectif physique. Parce que, encore une fois, tout est lié, corps et esprit, et que c'est essentiel, eh bien, d'avancer main dans la main avec son corps. Aujourd'hui, l'Académie Mincir Autrement s'adresse vraiment aux femmes qui connaissent absolument tout de l'équilibre alimentaire. Vous savez très bien comment manger. Ça, c'est pas un sujet. Peut-être qu'il reste encore des petites choses à gérer, comme se reconnecter vraiment avec les sensations alimentaires, réussir à ne plus manger ses émotions, etc. Mais ça, on s'en occupe aussi dans l'académie. Là, vous êtes déjà à un stade avancé, donc on va aller plus en profondeur avec justement la déprogrammation des blocages et puis la reprogrammation de votre inconscient pour maigrir en toute sécurité. Et c'est vraiment ça qui va vous apporter des résultats à long terme. Et c'est un programme en fait que j'ai pensé euh, comment vous dire? C'est un accès à vie, parce que l'idée, c'est que vous puissiez y revenir dès que vous en ressentez l'envie et le besoin, parce qu'on a besoin justement de répétition, de se confronter souvent justement aux explications, aux exercices, pour voir à quel point on arrive couche après couche à atteindre ce qui est hyper pertinent, à atteindre ce fameux blocage, ces fameuses résistances. Et je trouve en fait le travail sur soi absolument fascinant et libérateur. Donc bah écoutez, si vous êtes fan de carnet, prenez-en un dédié à l'académie parce que vous allez écrire et vous allez découvrir de sacrées choses sur vous, de belles choses. En tout cas, c'est comme ça que je vous invite à aller voir. Parce que, encore une fois, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc c'est hyper important eh bien, de voir que tout ce qui est là, de faire l'état des lieux, hein, tout simplement, pour ensuite eh bien, pouvoir travailler sur ce qui est existant et problématique pour vous aujourd'hui. Bref, je vais arrêter de blablater aujourd'hui. Je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode de podcast. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.